Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros, Stéphane Pellet du G500. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe et surtout Cécile. Avec modération. Bien entendu. Un petit cadeau alcool. d'anniversaire, merci beaucoup. Et sans alcool. Bien entendu. Vous êtes bien mignon Stéphane Pellet, merci beaucoup. Voilà. Et Aurélie Gros quand même. Et Aurélie Gros, bien sûr. Comme vous y allez. Rappelons le G500 pour ceux qui découvrent. Ça serait quand même assez dommage, Philippe. Alors c'était 500 associations au départ, oui. mais ça a fait des petits, on va dire ça comme ça, puisque maintenant vous êtes quasi à 1500. C'est ça 1600. 1600. Vous êtes passé les 1600. Bon, on était à 1500 hors taxe la semaine dernière. Non, on était à 1600, 1600. mais il faut suivre Philippe David. Vous n'écoutez pas les émissions, Philippe Si, David. mais on était à 1500 hors taxe. Ça fait 1600 TTC. Et puis attention, ce soir il y a du lourd. 4000 associations étudiantes. On va en parler dans quelques instants. En tout cas, on vous rappelle que c'est à Marseille que se déroulera peut-être le prochain sommet du G500 ou du G1800 ou du G2000 ou du G6000. G2000 ce soir, G2000. Oui, à Marseille ou ailleurs. D'ailleurs, le principe, c'est toujours d'aller dans une région justement qui est en dehors de Paris pour montrer que les décisions peuvent être aussi discutées, échangées et décentralisées. Je pense que c'est ce que veulent une partie des Français et ils en ont marre de cet État trop centralisé avec des décisions qui descendent d'en haut et qui viennent vers les territoires. Donc on va au plus proche des territoires, au plus proche des citoyens avec les associations qui font battre le cœur de notre belle France. Absolument. Allez, au sommaire de cette émission, l'association étudiante L'élan de la jeunesse. Dès la rentrée, elle se démarque. Plus de 20 000 associations étudiantes foisonnent en France avec 11% des 2,555 000 étudiants engagés. Comment les propulser encore plus loin? Christophe Guédier sera avec nous à la tête d'Animafac et de ses 4000 associations. Il nous livrera ses clés. Braille, faire la lumière sur l'obscurité du livre. Il est beau ce titre. Ah oui, c'est beau. Près d'un siècle après l'invention du braille, des milliers de non-voyants sont encore privés de lecture à cause du coût. Avec plus de 200 000 personnes non-voyantes en France, l'accès au braille reste un enjeu. Nous accueillerons Adeline Courson, directrice du CTEB, Centre de transcription et d'édition en braille, qui offre une lueur d'espoir. Merci. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Avec une belle association, ça s'appelle Animafac. Christophe Guédier, est-ce que je dis bien Oui. Très bien. Bienvenue en tout cas. Merci d'être avec nous. Cette belle association avec vous, Stéphane Pellet, qui regroupe d'autres associations très dynamiques. Et oui, c'est le plus gros réseau en France d'associations étudiantes. Et puis comme il est modeste, Christophe Guédier, on va quand même le dire, il a été réélu hier président d'Animafac, donc c'est sa 3e année, dernière année. Parce que, avec quel pourcentage des voix? Toutes. 100%. On appelle ça une dictature. Le siège est à Pyongyang. Non, le vote était plus en secret, donc j'ai juste le résultat. Voilà. Et ce réseau Animafac, en fait, existe depuis 1996, c'est ça, Christophe. Il accompagne les initiatives étudiantes, il fait la promotion de l'engagement citoyen et il permet la rencontre donc entre tous ces jeunes engagés. Et ça serait bien que vous nous racontiez déjà comment tout ça a démarré et comment vous êtes arrivé à la tête de cette grosse association qui emploie, je crois, 23 personnes en France. Ouais. Tout à fait. Alors, Animafac, on a été créé il y a à peu près 26 ans, 27 ans bientôt maintenant. Et on est parti en fait de plusieurs étudiants qui se rendaient compte que les jeunes en fait avaient foisonné de projets, d'initiatives. Il y avait beaucoup d'associations qui se créaient, qui existaient sur tout le territoire, à Marseille, à Paris, mais aussi dans de plus petites villes. Donc désorganisées. Désorganisées. Ouais, c'est ça. Alors, des associations organisées, mais qui étaient désorganisées parce qu'elles ne se connaissaient pas entre elles, et qu'il y a quelque chose aussi à faire pour qu'elles se connaissent, pour aussi les mettre en valeur, parce qu'elles étaient aussi un peu trop mal connues de leurs universités, des écoles, du grand public aussi. Et donc c'était en fait comment du coup faire du réseau entre ces associations-là, les faire du coup se rencontrer, les faire connaître aussi du grand public, et comment aussi en fait les former, les accompagner pour qu'elles se développent et qu'elles pérennisent leurs projets. Alors comment elles sont organisées? Est-ce que c'est organisé par thématique ou secteur d'activité ou c'est quoi ou territoire? Alors dans le réseau on a tout type de thématiques qui sont présentées. Elles sont forcément impliquées dans le territoire, donc c'est les assos de la 1901, mais qui sont du coup rattachées à un campus, une ville, un crous aussi, et qui traitent de toutes thématiques, la culture, l'écologie. Ça peut être des associations de filières, par exemple. C'est vraiment très divers. On a même des radios associatives qui sont dans le réseau. Ah, très bien.
Il faut de la concurrence, bravo. Comment ça se passe? Félicite pas. Il faut les fermer, il faut fermer. Faut les fermer. La naissance des radios libres, ça a été aussi quelquefois dans des campus, c'est bien vrai. sûr, Mais bien sûr. vous ne pouvez pas vous en souvenir, Cécile, car c'était il y a longtemps. Ah bah Moi, oui, je m'en souviens. J'étais pas née. Ces associations, pardon, je vous ai coupé. Non, mais simplement, donc, premier point très important, ce sont des associations d'étudiants. Comment on fait pour faire perdurer de la continuité, de la constance avec des gens qui, il est vrai, changent de campus, l'été s'en vont travailler, éventuellement ramasser les abricots en Provence ou je ne sais quoi. Comment on fait vivre une association et quels conseils vous apportez surtout? Alors c'est un vrai travail de faire vivre une association étudiante. Alors la vie commence déjà dès maintenant, la rentrée arrive, et donc les assos reprennent et du coup font plein d'événements au cœur des campus, justement pour faire connaître leurs associations, pour permettre aussi aux étudiants du coup qui débarquent, qui parfois viennent de la campagne et sont un peu perdus, du coup de pouvoir avoir accès à une vie sociale aussi et une vie étudiante riche. Et donc tout au long de l'année, il y a plein d'événements qui sont proposés. Et du coup, au fur et à mesure aussi, des étudiants qui participent aux activités vont adhérer, s'impliquer aussi dans des CA, dans des bureaux d'asso étudiantes. Et donc en fait, les anciens vont passer au bout de 1 an ou 2 ans l'asso étudiante aux nouveaux qui sont arrivés. Et vous parlez des campus, vous êtes ouvert à tous les étudiants, qui soient dans des filières publiques comme les universités, les écoles privées, grandes écoles, etc. Vous êtes ouvert à tout le monde? Oui. Alors nous, en tant que réseau, en fait, on est composé d'assos étudiantes, mais les assos étudiantes, en fait, sont ouverts à tous les étudiants, tout le monde. Et même parfois d'anciens étudiants aussi. C'est très courant aussi qu'on ait des anciens étudiants qui sont encore dans les assos étudiantes. Mais pour qu'on comprenne bien, de les mettre en relation les unes avec les autres, soit, mais le nerf de la guerre de ces associations, c'est forcément le financier aussi. Est-ce que ça veut dire que vous faites des, entre guillemets, levées de fonds? Comment vous les aidez? On les accompagne à poser des demandes de subventions sur le territoire. Il y a différents fonds réservés aux assos étudiantes qui sont parfois un peu mal connus. Et donc c'est les accompagner. Qui est-ce qui les donne, les fonds? C'est les facs, c'est les écoles, c'est les collectivités locales, c'est qui? C'est un petit peu tout le monde. Donc il y a les facs, il y a une partie en fait la CVEC, donc c'est en fait ce que payent les étudiants, c'est la contribution vie étudiante et de campus. Oui. C'est les 100 € que les étudiants ont payés en début d'année. Et une partie de ces 100 € est attribuée à des assos étudiantes. Et donc c'est une des moyens de faire. Il y a aussi du coup les villes qui peuvent financer aussi les assos étudiantes, le département, la région, et même pour les plus grosses associations, l'État. Ah donc vous les aidez sur la partie administrative, comment demander ces fonds, comment les gérer, et c'est ça. Et la mise en relation avec les bonnes personnes. Tout à fait, comment aussi faire du partenariat du coup avec des entreprises privées, des fondations, et aussi comment faire l'autofinancement. Donc c'est très divers et varié. Ah, ils sont pas mal, hein, ils sont bien. Il faut dire qu'AnimaFac a donc 23 salariés permanents, a aussi une vingtaine de services civiques, et donc forcément c'est une très grosse force de frappe auprès des associations. Et puis il faut dire c'est un label aussi, d'une certaine manière, un président d'université, quand il voit une association soutenue par AnimaFac, ça va mieux. Ah ben très bien, vous bougez pas, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants, on va vous expliquer AnimaFac. Si vous avez une association par exemple et que vous vous sentez un petit peu seul, c'est une façon de vous prendre par la main et de vous faire voguer en tout cas sur le territoire avec une dynamique. On en parle dans quelques instants. Vous avez des questions? 0826 300 300, les vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros, et puis Philippe accessoirement, Philippe David et Cécile de Ménibus. Mais nous on est là juste pour donner l'heure. Oui. Allez, le talent c'est... Mais oui, c'est ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros effectivement et Stéphane Pellet du G500 et cette belle association qui regroupe aujourd'hui 4000 associations. Ça s'appelle AnimaFac, donc j'anime fac, voilà, comme son nom l'indique. On expliquera aussi forcément les enjeux de cette association avec Christophe Guédé qui est avec nous. Rebonsoir, merci d'être avec nous. Donc on le disait pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques instants, vous regroupez aujourd'hui 4000 associations que vous aidez sur différents sujets. Est-ce que ce sont des associations finalement que vous fléchez vous, ou est-ce que ce sont des associations qui doivent vous contacter? C'est des assos qui, en fait, on va aller les voir. Oui. Il y a beaucoup par exemple, de forums de rentrée, d'endroits en fait, où les assos vont se montrer, justement pour être connus. Et donc en fait, on va à leur rencontre en partie. On a aussi des réseaux sociaux et sur Internet, donc animafac.net ou sur Instagram et Facebook, AnimaFac aussi, où du coup, ils peuvent nous contacter parce qu'il y a beaucoup d'assos qui se créent. On a peut-être 100 associations qui vont se créer là à la rentrée. Ah oui, c'est énorme. Et donc ça fait aussi un gros travail d'assos à aller voir aussi, à accompagner, à former.
Il faut dire que Animafac est présent sur 22 campus, c'est ça environ. Oui, donc ça fait du monde, on l'a dit tout à l'heure, plus de 2,5 millions d'étudiants en France, et donc un peu plus de 10% d'entre eux sont engagés. Et il y a peut-être une question très importante aussi, celle de l'engagement. Est-ce que ça rapporte quelque chose pour son futur diplôme? Je sais que beaucoup de gens se battent pour ça, pour qu'on ait des ETC, je sais plus quoi on appelle ça, là, les UV. C'est l'équivalent des UV, c'est les ex-UV, voilà, c'est ça. J'aime bien l'approximative, les œufs, machin, enfin, on s'en fout. UV qui signifiait unité de valeur et pas ultraviolet, en passant. Et maintenant c'est ECTS. Du coup, c'est fou cette info, c'est dingue. Donc tout à fait, ça rapporte des compétences, des connaissances aussi. Donc en fait, quand on débarque dans une asso, on n'y pense pas forcément, mais on va créer des projets, on va demander des financements, travailler avec des partenaires, et c'est tout un tas de compétences qui serviront aussi du coup derrière dans un parcours professionnel. Et donc on peut valoriser, on peut du coup demander, il y a des modules, l'engagement étudiant est reconnu. Depuis 2017, en tout cas, c'est une obligation. C'est génial. Voilà, il faut le dire, ça a vraiment changé. C'est important, et surtout c'est important de le dire, parce que des associations aujourd'hui ont besoin de compétences multiples aussi pour continuer et pour s'étendre. C'est ça. Oui, complètement. Bon, en tout cas, c'est bien de dire que j'ai raison, parce que ça m'arrange. 0826 300 300, nous avons un témoin. Mathieu Adeno est avec nous, coprésident de l'association étudiante de Clermont-Ferrand. Bonsoir, merci d'être avec nous. Lieu Utopie. Tout à fait, Utopie. Même sans pause. Même sans pause, exactement. Vous faites quoi alors? Cette association, elle consiste en quoi? Alors cette association, elle anime un tiers-lieu qui en fait va se présenter un peu comme un café associatif. On rentre dedans, on tombe sur un bar, on peut boire un café, on continue un peu, on va voir peut-être une bibliothèque avec des livres féministes, on continue encore un peu, des canapés. Un petit peu plus loin, on va trouver peut-être des étudiantes qui vont être en train de réviser. Et si on va tout au bout, parce que c'est un de nos projets particuliers, on trouvera une cantine partagée solidaire, par exemple. Ah oui, c'est très bien. Aujourd'hui, elle est déployée dans toute la France ou elle est juste régionale ? Non, elle est très locale puisqu'elle est effectivement basée dans son quartier à Clermont-Ferrand, mais elle est reliée à un écosystème qui est effectivement celui des tiers-lieux qui se développent un peu partout en France, sachant qu'il y en a plus de non-étudiants que d'étudiants, mais il y a un peu une vocation à voir comment est-ce que la vie étudiante pourrait se structurer autour d'espaces partagés et communs comme ça. Quel est le profil de l'étudiant qui va chez Utopie en moyenne? C'est plutôt un étudiant scientifique, un étudiant littéraire, un étudiant école de commerce, ou c'est un joyeux mélange? C'est plutôt un joyeux mélange parce qu'on a la chance de ne pas être directement implanté sur un campus, mais en plein milieu de la ville. Ah oui. Et du coup, chacun vient un peu selon son envie. Ce qui l'intéresse aussi, puisqu'on a une programmation culturelle qui est gratuite, mais qui va d'un débat sur l'écologie à un cercle de parole sur le féminisme. Et donc, toutes les pratiques... c'est un lieu qui se veut... ouvert à l'expérimentation, et ça doit permettre en fait à tout profil d'étudiant de vivre pleinement ce moment, ce passage de sa vie et d'engager. Stéphane Pellet. Et alors, j'allais plaisanter en disant étudiant en rugby, vous avez ça? Non, mais parce que c'est à la mode. À Clermont, oui, c'est une ville de rugby et même de foot aussi maintenant. Attendez, on n'a pas entendu votre réponse. J'allais dire, pour continuer dans le cliché, il y a de temps en temps boire des bières, mais aussi des fois animer des ateliers. Alors justement, Animafac, dont le président est là ce soir, et c'est lui qui nous a parlé de vous, parmi donc ces 4000 associations en France. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce réseau national ? C'est une visibilité au national, justement, et un lien aussi à l'interrégional. Utopie, comme je vous le disais, c'est une association qui est très ancrée dans sa ville et qui dissémine des pratiques un peu au maximum, on va dire, dans le Puy-de-Dôme. Mais si tout d'un coup, on a envie d'aller discuter avec des gens de Lyon, des gens de Grenoble, etc., ça demande un effort, et Animafac est là pour faciliter justement cet interassociatif à une échelle à la fois régionale et nationale. Ça permet aussi de porter notre vision sur l'alimentation, sur l'inclusivité, sur la culture à une autre échelle et lui donner un écho qu'il n'aurait pas au niveau local. Est-ce que ça veut dire que ça a développé aussi certaines de vos compétences à discuter, les échanges aussi, de se dire tiens, on peut développer ça, ou ça a créé l'arrivée justement de compétences qui sont venues vous soutenir et vous aider dans l'association?
Oui, tout à fait, parce qu'on réfléchit plus tout à fait de la même façon, comment on présente l'asso, peut-être la dimension des projets. On se sent plus appuyé sur des questions structurantes. Comme j'entendais tout à l'heure, effectivement, quand on gère une association étudiante, on peut en venir à gérer des gros budgets, des équipes en fonction du volume d'action. Et en fait, discuter avec un réseau qui est bien structuré, qui possède énormément d'outils comme AnimaFac, ça permet de se dire, ce que je sais déjà, est-ce que je le maîtrise bien, est-ce que les autres autour de moi font pareil, et ce que je ne sais pas, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir cet échange un peu de pair à pair pour développer nos compétences. Christophe Guédier, vous avez dit, vous avez 23 permanents, plus des SNU, c'est ça? Parce que faire vivre 23 personnes, service civique, pardon. Pour faire vivre 23 personnes, c'est que vous avez un super réseau. Est-ce que vous avez un cahier des charges pour rejoindre AnimaFac? Est-ce que pour les assos, pour qu'elles vous rejoignent, est-ce que vous dites voilà, vous devez faire ceci, cela, ou ça vous pouvez pas, etc. La seule condition pour rejoindre AnimaFac, c'est être une asso étudiante, être en accord avec les valeurs du réseau qui sont affichées sur notre site. Donc il n'y a pas de condition. Donc nous, on est trop vieux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ok, très bien. Il a dit que d'anciens étudiants pouvaient peut-être. On peut être étudiant en 40 ans, même plus encore. Oui, bien sûr. Il faudrait qu'on y retourne. 40 ans, t'as pas encore 40 ans, ceci. Non, ça serait. C'est pour ça. Mathieu Adeno, est-ce que forcément la recherche, une association a besoin d'argent, on le disait tout à l'heure, est-ce que la recherche de subventions, est-ce que ça vous aide aussi sur cette capacité à vous déployer sur toute la partie administrative, parce qu'il y a forcément une partie administrative dans une association? Oui, tout à fait. Alors, nous, de notre côté, notre association est aussi structurée avec moins de salariés qu'AnimaFac, mais quelques personnes salariées qui appuient une équipe de coprésidence. Mais c'est vrai que pouvoir échanger avec des gens qui ont une pratique plus ancienne, antérieure à celle de l'Utopie, sur des contrats, sur des spécificités associatives, sur des types de subventions peut-être des fois qu'on n'ose pas aller chercher, parce qu'on se dit on est trop petit, on connaît pas trop, c'est toujours un appui qui est très agréable. Vraiment d'être dans cet échange et de ne pas se sentir isolé et seul dans notre démarche associative. Alors c'est intéressant ce qu'il dit de ne pas se sentir isolé et seul. C'est ce que disent souvent les étudiants ces derniers temps, de dire on est isolé et seul. Et donc d'où l'intérêt justement de se raccrocher à une association aujourd'hui, d'apporter sa compétence. Mais c'est aussi une grande chaîne humaine des étudiants en France. Tout à fait, oui. Effectivement, la définition d'une association, c'est un collectif qui décide de mener une action commune avec un objet. Et c'est vrai que, en fait, pouvoir se retrouver dans des espaces associatifs, c'est aussi une façon pour les jeunes, pour les étudiants et étudiantes, de se réapproprier un pouvoir d'agir. On rejoint une association parce qu'on est en accord avec des valeurs, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de faire des actions peut-être en dehors des campus ou en dehors de notre quotidien. Et c'est quelque chose, je pense, qui, en plus de le faire ensemble à plusieurs, qui est bon pour le moral et bon pour la société. Et Christophe, justement, post-Covid, on est d'accord que cette dimension est très très importante parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui sont autour de ces questions, faire en sorte que les étudiants ne se sentent pas isolés. Ils ont passé vraiment un sale moment avec les 2 années 20-21, c'est ça? 20-21, oui, c'est ça. Tout à fait, on avait fait une enquête du coup au sein du réseau, au sein des jeunes engagés du réseau. Et ce qui sortait en premier, c'était le manque de lien social en fait. Et donc il y a beaucoup d'assos qui sont développés, notamment Natline, qui a une ligne d'écoute en fait aux jeunes qui sont en situation de détresse. Et donc c'est un vrai besoin. On avait reçu il y a quelques mois de cela sur l'émission. Oui. Christophe Guédier, 4000 associations, c'est énorme. C'est la période de la rentrée estudiantine. Certains ont repris, d'autres ne vont pas tarder, ou dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics en cette rentrée ? Tout d'abord, toujours plus de reconnaissance envers les associations étudiantes, plus de simplicité aussi, parce qu'en fait... Ça a progressé en 27 ans d'existence de l'association ? Oui, bien sûr, ça a progressé. On parlait par exemple de l'engagement qui est reconnu aussi, et mieux reconnu par les universités, mais il y a encore du chemin à faire. C'est reconnu, mais pas forcément partout de façon égalitaire aussi. Donc il y a des choses à travailler. Aussi plus de subventions aussi pour les associations, en tout cas plus d'argent avec l'inflation qui touche aussi les associations étudiantes. Donc il y a pas mal de choses aussi, de prise en compte des associations. Oui. Christophe Guédier, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent fusionner? Parce que parfois elles sont très très petites et elles sont très compatibles avec une autre, et ce serait mieux peut-être à deux, de n'en faire qu'une. Oui, bien sûr. C'est comme la fusion des communes. Ouais. C'est ça, et ça arrive aussi parfois. Et vous pouvez les conseiller dans ce sens? Oui, bien sûr. Oui. En fait, en les mettant en réseau, elles se rendent compte aussi assez rapidement qu'en fait elles sont à 100 mètres d'écart et qu'elles font les mêmes choses. Parfois, donc l'intérêt d'avoir 2 assos différentes est un petit peu nul, en tout cas parfois. C'est ce qu'on se dit avec Philippe David, on fait la même chose, donc je vais garder l'émission et puis vous allez faire autre chose.
Et c'est pour ça qu'il y a des co-présidents. C'est ça. Merci beaucoup Mathieu Adeno d'avoir été avec nous, co-président de l'association étudiante Clermont-Ferrand, Lieu-Topie. Et supporter des Jaunards, on peut le supposer, commander la station du rugby, c'est bien ça? Tout à fait. On imagine. Voilà. Je suis assidûment le reste de la Coupe du Monde. Je vous rassure qu'aujourd'hui, tout le monde est équipe de France. Ah oui, Il y a et plus de écoutez les territoire, matchs là. sur Sud Radio au niveau des commentaires, c'est vraiment top. C'est magique. Merci beaucoup Christophe Gadier d'avoir été avec nous. Cette association Animafac. Voilà, allez voir sur leur site internet, c'est fabuleux. Et en tout cas, c'est ce qui fait bouger la France. On revient dans quelques instants. On parlera du centre de transcription et d'édition en braille. Et c'est avec des bonnes nouvelles. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est cette belle émission citoyenne, les vraies voix citoyennes, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. Et on va revenir sur un point important. Vous savez qu'il y a près d'un siècle après l'invention du braille, des milliers de non-voyants ont été privés de lecture à cause du coût, forcément. Et on arrive peut-être avec une bonne nouvelle avec nous. Et on va en parler avec Adeline Coursan, directrice du centre de transcription et d'édition en braille. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Aurélie Gros, cette belle association, en tout cas cette belle initiative qui devrait en tout cas apporter une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir et beaucoup de propositions citoyennes pour faire changer les choses, parce qu'on est très fiers, Adeline, bonsoir, de vous avoir ce soir sur ce plateau, alors même si vous êtes en direct de Toulouse, et là je vais dire où est basée les équipes du CTEB, parce qu'on va... Oui. Et là, mais on dit le CTEB, c'est ça? À Toulouse. On dit alors moi j'aime bien dire CTEB, mais j'aime bien dire aussi CTEB. Ça dépend de l'humeur. Oui, c'est comme le Toulouse Football Club, on dit le TFC et pas le TFC, c'est pareil, c'est très toulousain ça. Donc avant de nous présenter l'initiative exceptionnelle et vos propositions citoyennes que vous faites au gouvernement, où vous essayez justement de faire évoluer les choses, dites-nous un peu comment déjà est née cette association reconnue d'intérêt général. C'était, je crois, il y a bientôt 60 ans. Alors oui, au départ, le CTEB est né d'une initiative personnelle d'une chercheuse en informatique qui s'appelle Monique Truquet. Oui. Et qui, dans le cadre de ses études, a décidé de créer le premier logiciel de transcription au monde en braille. Et donc, elle a travaillé avec des étudiants pour ça et elle a réussi à créer ce premier logiciel. Alors, ça a intéressé beaucoup de pays parce que c'était une grande première mondiale. Et donc, elle a commencé à obtenir des fonds et surtout des demandes de transcription. Et les premiers clients du CTEB, qui n'étaient pas encore nés association, qui étaient encore dans le cadre universitaire, c'était le client de la banque, la BNP, qui souhaitait offrir à tous ses clients non-voyants des relevés de compte bancaires en braille, donc des relevés mensuels en braille. Quelle bonne idée. C'est génial. Voilà comment est née l'association. Après, ça s'est développé avec son cœur de métier, qui est la librairie braille, c'est-à-dire que nous offrons des livres en braille plutôt d'ordre culturel pour tous les âges et dans tous les domaines. Adeline Coursan, le nombre d'aveugles, de personnes complètement aveugles ou malvoyantes, ou malvoyantes, absolument, ça concerne combien de personnes qui ont besoin du braille dans la vie de tous les jours? Parce qu'on voit par exemple quand on fait les courses maintenant, tous les emballages sont, je sais pas comment dire, écrits, gravés en braille. Oui, tout à fait. Alors en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 1 700 000 malvoyants, donc des déficiences visuelles de tout niveau, je dirais. Concernant les aveugles, il faut également différencier les aveugles qui lisent le braille et ceux qui ne lisent pas le braille. On apprend le braille en général quand on est jeune, c'est-à-dire quand on est aveugle, ou alors quand on est aveugle très très jeune, parce que le braille s'apprend plutôt en bas âge. C'est vraiment quelque chose d'utile et pas seulement d'utile, mais de capital pour eux. Mais il y a aussi des aveugles qui deviennent aveugles, je dirais, en parcours de vie, c'est-à-dire suite à une maladie ou bien suite à un accident. Auquel cas, la cécité peut survenir n'importe quand dans l'âge 40, 50, 60 ans. Et à ce moment-là, les personnes qui deviennent aveugles n'apprennent pas forcément le braille parce qu'elles n'en ont plus l'utilité. Voilà. Mais combien de temps mettons à apprendre à lire, le braille? Parce que c'est une question que je me suis toujours posée. Et là, on a une spécialiste, je vous pose la question.
Alors, tout dépend. Moi, je lis le braille, mais je le lis avec les yeux. Hein, je triche. Je n'ai pas la sensibilité au niveau de la pulpe du doigt et de l'index, qui doit quand même se travailler fortement. Je dirais c'est un peu ça le plus difficile, parce qu'après, pour apprendre le braille, c'est pas très très long, mais il faut quand même pouvoir avoir cette sensibilité au bout du doigt qui va permettre de pouvoir opérer tous les points et la disposition des points du code braille. Voilà. Je vais faire le savant une minute. Ça n'est pas une langue, mais c'est un système d'écriture. Oui. Et en fait, c'est un système de bossage. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 63 caractères qui sont bossés. Et donc, c'est en effet comme ça qu'on ressent, grâce au doigt, l'écriture en braille. Est-ce qu'aujourd'hui, la société est suffisamment armée pour accueillir les non-voyants, les malvoyants, justement, sur l'accès à la culture? Est-ce qu'on est sur le bon chemin, ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail à faire? Alors, il y a encore énormément de travail à faire. Il faut savoir que pour l'accès à la culture, effectivement, vous le disiez, c'est un gros problème, parce qu'aujourd'hui, à peu près 6% de la production éditoriale est seulement accessible aux aveugles. Hein. Donc, c'est très peu. Ah oui, c'est très peu, oui. Et donc, voilà. Votre combat, c'est d'étendre beaucoup plus largement, notamment l'accès aux livres, puisqu'il y a une loi qui a été faite sur le prix unique du livre, et vous voudriez l'étendre aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez nous expliquer un peu le problème? Bon, du moins, vous le proposez, mais où le bât blesse? Qu'est-ce qui se passe pour que le prix unique du livre ne soit pas adapté aux personnes en situation de handicap, actuellement en France? Voilà, le prix du livre en braille posait un très gros problème. Il faut savoir que pour produire un livre en braille, il faut compter en moyenne 700 à 900 euros. Hein, par livre par livre. Ah oui. Donc, jusqu'à l'année dernière, pour rentrer un petit peu dans nos frais, et encore, un livre en braille était environ vendu 3 à 5 fois plus cher qu'un livre classique vendu en librairie. Nous, on appelle ça un livre en noir. Hein. Donc voilà, un aveugle devait débourser en moyenne 60 euros pour se procurer un livre. Ah oui. Moi, évidemment, j'ai toujours trouvé ça très injuste. D'autant plus que il y a eu quand même la loi Langue en 1981 qui prônait le livre au prix unique, hein, et ça ne concerne toujours pas les aveugles en 2023. Alors évidemment, j'ai cherché des fonds un peu partout pour essayer de combler et d'arrêter cette inégalité tarifaire notamment, et d'accès à la culture naturellement. Et ça fait 9 ans que je trouve pas les fonds nécessaires. Alors oui, depuis le 4 janvier cette année, avec mon conseil d'administration, le bureau de l'association, on a décidé de mettre un peu un coup d'accélérateur et de prendre cette initiative à notre charge, c'est-à-dire de pouvoir proposer tous les livres de notre catalogue. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2200 références, de les vendre au prix librairie, hein, de les vendre au prix unique. Pardon, je vous coupe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, combien de livres aujourd'hui existent en braille en France ? Alors la totalité, là, je pourrais pas vous dire parce que non, mais qu'on sache, est-ce que c'est 100, 200, 400, c'est quoi? Qu'on se rende compte un petit peu du nombre de livres qui aujourd'hui existent en France. C'est 6%, je vous dirais que ça 6%, d'accord. En quelques milliers, voilà. Non, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que vous êtes soutenus, est-ce que vous êtes aidés, qui faudrait-il contacter? Est-ce que c'est que le ministère de la Culture ou aussi le ministère des Solidarités? C'est quoi finalement vos targets, entre guillemets, si je puis dire? Alors, le ministère de la Culture nous soutient, mais très petitement, à hauteur de 20 000 euros par an. Ah oui. Nous, pour produire des livres en braille, il nous faut au minimum 300 000 euros par an, sachant que ça nous rapporte 34 000 euros. Donc, vous voyez un petit peu l'écart entre le coût de production et le prix de vente, hein, c'est 10%. Après, voilà, moi, je sais que c'est difficile pour tout le monde d'obtenir de l'argent, que ce soit des mécènes, que ce soit du gouvernement, que ce soit des dons privés. Et c'est pour ça que j'ai rencontré également le syndicat national de l'édition et le Centre national du livre, mais surtout le syndicat national d'édition, parce que je me dis, si le prix unique du livre était augmenté de 10 centimes, c'est-à-dire qu'un livre qu'on va acheter en librairie, à la Fnac, Amazon, peu importe, il y avait 10 centimes de plus par livre, ces 10 centimes, une fois collectés et reversés,
reversé et réparti entre toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'édition adaptée, c'est-à-dire pour les publics empêchés de lire, eh bien, nous n'aurons plus à demander d'argent et nous pourrions fonctionner et produire beaucoup plus de livres en braille pour les aveugles. Ce serait une super idée. Ce serait de la solidarité citoyenne. Oui, ça pourrait aussi être dit à chaque achat de livre, que chacun verse 10 centimes pour pouvoir produire des livres. Soyons ces clairs, personnes... c'est quasi $1. C'est $1 sur un livre, c'est $1. Mais vous avez essayé de proposer ça. Vous avez parlé au pouvoir public, mais en prenant quelqu'un qui est très engagé, par exemple, sur le handicap visuel. Je pense par exemple à quelqu'un comme Gilbert Montagnier. Il pourrait pas vous filer un coup de main pour bouger les pouvoirs publics, etc. Il fait beaucoup de choses, Gilbert Montagnier, sur ce sujet. Non, mais je pense à lui comme malvoyant, mais il y en a d'autres, parce que j'étais le premier qui me passait par l'esprit. Ce serait pas une bonne méthode, par exemple ? Alors Gilbert, oui, c'est un ami. Après, je sais, il a tellement de choses à faire et il est tellement sollicité. Et puis moi, je cherche aussi des gens qui sont un petit peu aussi en dehors du handicap, parce que c'est une question sociétale, tout simplement. Il n'y a pas toujours à associer des activités à un handicap. Nous, on est dans le domaine de la culture, et moi, j'estime que la culture appartient à tous et doit être égalitaire pour tous. Absolument. Donc si je peux quand même rajouter, cette année, on va avoir le parrainage de Bernard Minier. Donc, on est très, très contents qui devienne notre parrain. Nous avons également Amélie Nothomb, marraine de l'association. Et puis, on espère vraiment être soutenus par plus d'auteurs et plus de maisons d'édition, parce que les maisons d'édition sont aussi concernées par l'accessibilité à la culture. Absolument. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Vous voulez bien sûr commenter 0826 300 300. On fait une petite pause, c'est les vraies voix citoyennes. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Jusqu'à présent, les livres écrits en braille valaient entre 60 et 112 €. Et ce, malgré l'institution du prix unique du livre. Désormais, les livres seront vendus entre 11 et 30 €. Les prix élevés s'appliquent par le coût de production, car il faut compter le travail de transcription fait par des spécialistes et l'impression sur un papier plus épais par des machines spécifiques. Produire un livre en braille coûte environ 700 €. Mais le centre de transcription et d'édition en braille précise que malheureusement, ils n'auront les moyens de financer ce projet que pendant 2 ans et qu'au-delà, il faudra trouver des aides pour maintenir les prix à ce niveau-là. En France métropolitaine, entre 1,7 et 2 millions de personnes sont déficientes visuelles. Et 15% de celles-ci lisent le braille. Adeline Courson est avec nous, directrice du Centre de transcription et d'édition en braille, avec cette bonne nouvelle, Adeline Courson, qui vont pouvoir permettre en tout cas à beaucoup de malvoyants ou de non-voyants d'avoir accès plus facilement aujourd'hui à la littérature, en tout cas à la culture en général. Et on se demandait, on en parlait, on brainstormait, c'est vrai, hors antenne, en se disant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que les auteurs, comme Amélie Nothomb, puisqu'elle est chez vous et elle est marraine de l'association, est-ce qu'il ne faudrait pas que les auteurs, de leur propre chef, disent, à partir de maintenant, je veux que mon livre soit vendu 10 centimes de plus. Est-ce que ça ne doit pas être une opération d'auteur finalement ? Oui, ce serait l'idéal, que ça vienne des auteurs, c'est tout à fait naturel. Après, c'est quand même un gros boulot, parce que nous, en tant qu'association, nous ne sommes pas directement en lien ni avec les maisons d'édition, ni avec les auteurs. Quand on transcrit un livre, on récupère le fichier du livre via la BNF, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale de France, qui elle-même demande les droits à la maison d'édition et à l'auteur, mais bien souvent, ces deux derniers ne sont même pas au courant que leur livre est transcrit en braille. Donc nous, au niveau associatif, on manque un petit peu de moyens pour aller faire toute cette prospection. Toutes ces démarches, c'est ça. Ouais, mais nous qui avons accès forcément à des auteurs par le prisme de la radio, forcément, puisqu'on les accueille assez régulièrement, on peut aussi transmettre et faites cette démarche pour vous, en fait. On peut, quand on les rencontre, ou en tout cas appeler les attachés de presse de ces libraires, de ces auteurs, pardon, et voir avec eux si à un moment donné, on peut pas avoir un élan de générosité tous, et de trouver des solutions ensemble. Après, il y a des principes aussi dans les supermarchés où on vous donne accès en disant, est-ce que vous acceptez de mettre 5 centimes ou d'arrondir le prix, ce qui se fait assez régulièrement. Et je pense que naturellement, à part ceux qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, mais naturellement tout le monde dit oui. Donc il y a effectivement des opérations à montrer, et les gens qui doivent vous aider sont des gens qui ont accès à tous ces auteurs, Aurélie par exemple.
exemple. Tout à fait. Et par ailleurs, il y a peut-être aussi à aller voir les pouvoirs publics sur la célèbre loi du prix unique du livre et essayer d'y intégrer le terme handicap général pour justement porter ça au niveau de l'Assemblée nationale et pour faire bouger aussi les pouvoirs publics. Stéphane Pellet veut intervenir. Toute petite idée. L'un des membres éminents du G500, parce qu'il est plus tout jeune, il faut bien le dire, ça n'est autre que Rodolphe Pess. Et Rodolphe Pess était le rapporteur de la loi de 1981, prix du livre unique. Moi, j'ai une petite idée, je suis sûr qu'Aurélie Gros, qui le connaît bien... On sent le type qui va enquêter, là. Pourrait faire en sorte que Rodolphe prenne la tête de ce combat. Mais c'est pas aussi ça, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, l'engagement citoyen de se dire ce que l'État ne peut pas faire, parce que c'est vrai que il y a plein d'endroits, plein de choses qu'il ne peut pas faire, c'est de dire nous, citoyens, on va s'organiser pour s'aider entre nous. C'est ça aussi. C'est un peu ça, et c'est un peu le principe du G500, c'est en fin de compte de fédérer toutes ces associations qui ont toutes des compétences, des combats, mais le combat commun qu'on a tous ensemble, c'est de changer aussi les problèmes de société que rencontrent les citoyens au quotidien. Donc mettre en relation, c'est aussi le principe, et on en a pas mal discuté tout à l'heure avec Adeline, et je crois que aujourd'hui, il faut essayer de mettre en réseau, et effectivement, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, mais quand on est nombreux à vouloir faire bouger les choses, les pouvoirs publics généralement nous aide un peu plus, et surtout on peut trouver des solutions immédiates à des problèmes du quotidien des Français. Il y a Animafac pour les étudiants, il y a Animafac pour les étudiants, mais parce que la question du braille, on le dit pas assez, il y a aussi la lecture pour les enfants. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de livres en braille actuellement pour les tout jeunes, Adeline. Non, figurez-vous qu'il y a 2 ans, on a produit la première saga Disney en braille. Ah oui, il y a 2 ans seulement. Oui, on s'est aperçu que les jeunes aveugles ne connaissaient pas Rox et Rookie, Le Roi Lion, ces histoires-là, ils ne les connaissent pas, c'est quand même dramatique. Il faut qu'on fasse. Et alors, à l'heure où on parle d'inclusion, à toutes les sauces, ce serait peut-être bien de commencer par des choses simples, c'est-à-dire l'accès à la culture. Parce que si un jeune il a un pass culturel à 60 € ou à 100 € et qu'en fait il peut s'acheter un livre dans l'année parce que c'est un livre en braille, il faudrait peut-être augmenter le pass culturel à ce moment-là. Sinon. Adeline Courson, une auditrice très fidèle qui nous écrit: bonsoir, j'ai appris le braille en primaire et c'est vrai que c'est pas donné. Combien ça coûte par exemple? Parce que c'est terrible quand on devient aveugle. Plus tard, vous en avez parlé, parfois c'est un accident de santé, un accident de la circulation, ça coûte très cher. Est-ce qu'il y a des aides pour ceux qui nous écoutent? Les aides sont très minimes, à part le braille qui est dans le cadre scolaire, étudiant, etc., qui est réalisé par d'autres centres. Nous, on est vraiment spécialisé loisirs. Néanmoins, découvrir la lecture à un jeune âge, c'est découvrir des livres sympas, parce que c'est ce qui permet d'accéder plus rapidement à la lecture, à l'écriture, et donc mieux aux études, et par la suite, carrière professionnelle et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a beaucoup de boulot. Et les livres scolaires, parce que là, on est proche de la rentrée quand même. Aujourd'hui, les livres scolaires sont en braille ou pas du tout? Alors, ils le sont pas totalement. En général, il y a toujours un centre de transcription qui suit les élèves en inclusion, et donc qui travaille avec le professeur et l'enseignant pour dire quelle leçon doit être apprise. À ce moment-là, souvent c'est un chapitre du livre qui va être transcrit, mais c'est rarement tout le livre entier, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, et l'élève a besoin de suivre ses cours au fur et à mesure. Donc ça, c'est assuré soit dans les écoles directement, soit il y a d'autres associations qui font également du braille scolaire. C'est une spécificité puisqu'il faut suivre au jour le jour les études de l'enfant. Pour compléter, c'est 200 associations environ en France qui sont ce qu'on appelle les structures d'adaptation. Voilà. D'accord. Et là, votre catalogue va s'agrandir de 180 nouveaux livres transcrits cette année. Alors, quoi comme type de livre pour nous faire envie, pour faire envie à nos auditeurs en tout cas? Quels sont les quelques titres? Parce que c'est un effort d'une part colossal pour vous, mais au-delà de ça, c'est bien de parler des livres que vous retranscrivez.
Le livre le livre de Philippe David, par exemple, on pourrait très bien. Je pense au mien, mais tu es de Cécile aussi. Non, en ce moment, évidemment, on travaille sur la rentrée littéraire, donc là, on est à fond les ballons, hein, puisque ça va être fin octobre, début novembre. Rentrée littéraire, on s'attelle déjà aux petits livres de Noël pour les enfants. Ah, génial. Donc, on a trouvé des trucs sympas. Et pour les adultes, on ouvre toujours plus les champs, notamment les thèmes de livres sur le développement personnel, sur des livres pratiques aussi, des livres de recettes de cuisine par exemple, et puis aussi sur l'érotisme par exemple aussi, parce qu'il faut bien commencer quelque chose dans ce domaine. Il y a tellement peu de livres qui sont transcrits en braille, donc tout ce qui est érotique. Voilà, c'est quelque chose qui manquait aussi. Pour les aveugles. Là, vous venez de réveiller Philippe David, hein, bien sûr, bien entendu. Il dormait depuis 10 minutes. Le mot érotisme, ça sonne chez vous. Mais c'est vrai qu'on parle des enfants, mais on parle aussi des adultes. Et il y a plein de thématiques. Mais on va regarder, on va faire la liste, Aline Coursan, des auteurs qu'on connaît bien. Et peut-être qu'on peut monter un petit quelque chose pour et vous pouvez peut-être faire un petit appel aux dons. Absolument. Et c'est toujours bien de faire un appel aux dons parce que c'est aussi... Comment on fait pour faire un don ? Oui, merci de me donner l'occasion d'en parler. Tout simplement, allez sur le site cteb.fr. Et là, vous avez un petit bouton en haut à droite, Hello Asso, qui conduit directement sur la page du Hello Asso pour faire un don. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aline Coursan. On était très heureux de vous accueillir. Ça s'appelle le Centre de transcription et d'édition en braille, avec une belle nouvelle puisque 180 œuvres, en tout cas, vont pouvoir être disponibles aux malvoyants et aux non-voyants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on remercie aussi, qui était avec nous il y a quelques instants, Xavier Guédier, Christophe Guédier, pardon, à la tête d'Animafac. Vous pouvez aussi aller voir sur leur site internet. Vous avez une association, vous vous sentez un petit peu seul, voilà, vous serez un peu dans une famille qui pourra vous propulser. Merci beaucoup Stéphane Pellet, merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Ça s'appelle le G500 et c'est tous les lundis. Et si vous avez une belle association, vous avez envie d'en parler, cette émission est faite pour vous. Merci à notre équipe formidable qu'on adore. Et puis on se retrouve demain à 17h. À 17h avec un immense plaisir. Et le trophée. Et le trophée du G500. Le trophée du G500, de Sud Radio. Ah oui, donc n'oubliez pas de contacter Sud Radio pour le trophée 2024 maintenant. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez vous inscrire, bien entendu. On se retrouve demain à 17h. Et tout de suite, on va parler rugby. C'est la Coupe du Monde au cœur de la mêlée avec François Trio et toute son équipe. Mais juste avant, Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus. Absolument. Salut, à demain.